Bonjour, donc on va commencer. Alors, je vais vous présenter une conférence que j'ai déjà eu l'occasion de donner par ailleurs sur les secrets des nouvelles architectures logicielles. Le but du jeu, c'est de vous ouvrir un peu les chakras sur pourquoi il faut changer les choses, pourquoi maintenant, pourquoi on ne l'a pas fait avant, et sur différents axes. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Philippe Rados, je m'occupe chez Octo Technologies d'une équipe qui cherche à vulgariser les architectures réactives, chose que l'on va évoquer là. Je publie très régulièrement des articles dans la presse. Si vous lisez Linux Mag, je suis certain que vous avez lu un de mes articles. J'en ai 110 ou 120. Donc. Je donne très régulièrement des conférences, que ce soit sur le Paris Android User Group, Scala, Paris Jug. Je vais en donner en Suisse là bientôt. Et donc, je vais vous faire une conférence là sur justement ces nouveaux modèles de développement. Et puis, on va essayer de voir un petit peu comment tout ça, ça bouge. Juste un petit rappel d'Octo Technologies. Pour l'anecdote, c'était mon DG qui devait venir en faire une conf. Et puis, on a dit, ouais, mais on veut des trucs plus techniques, donc c'est moi qui viens. Voilà, c'est vraiment une boîte où il n'y a que des geeks. Donc, ça, c'est intéressant parce que du coup, on peut vraiment progresser. Et j'espère en faire partie. En tout cas, je cherche à partager tout ça. Très bien, donc voici le planning, on va voir pourquoi il va falloir changer d'approche, c'est quoi les nouvelles pistes, pourquoi on va remettre en cause la notion de trade, pourquoi on va remettre en cause la façon de travailler avec la mémoire, également comment on va faire évoluer la persistance. En 6, on a les langages de développement, comment ils évoluent par rapport à ces nouveaux modèles, tout ça, ce dernier chapitre sera complètement développé cet après-midi, et puis on va synthétiser un petit peu tout ça. Alors, on va commencer par se poser la question, pourquoi on va changer? Pourquoi on ne va pas fonctionner comme on le faisait auparavant? Moi, j'ai vécu à peu près toutes les révolutions, parce que je suis tombé dedans, j'avais 12 ans. Voilà. Donc, il y a ceux qui ont loupé le client-serveur, qui sont passés directement au mode Corba ou autre. Moi, j'ai un peu vécu tout ça. Et puis, on est, de mon point de vue, sur une révolution un peu équivalente. On a essayé d'analyser un petit peu les différents modèles nouveaux, finalement, disruptifs des besoins informatiques. On les a en haut à gauche, hein, donc on voit la notion d'édition collaborative, où on est à plusieurs à modifier un document, on a le fait qu'on a plein de devices, on a le fait qu'on a tout le monde qui peut mettre un plus 1 sur les réseaux sociaux, il faut que tout le monde immédiatement s'en rende compte partout. On voit que finalement, on a plein d'interactions qui se font, et on est passé d'un modèle où on avait des milliers de grosses requêtes à des milliards de petites requêtes. Et ça ne se gère pas du tout de la même manière. Les projections qu'on retrouve un peu tout autour montrent que c'est loin d'être terminé. Hein. Donc, je crois qu'il y a des projections qui disent dans quelques années, on aura tous au moins 7 devices chez soi à titre individuel. Quand avant, vous aviez un PC, il fallait réussir à tenir le nombre d'utilisateurs. Maintenant, ce même utilisateur est multiplié par 7, et ça en quelques années. Donc, il va falloir réagir et même remettre en cause des trucs comme la session. La session utilisateur, est-ce qu'elle doit être limitée à un device ? Ce que fait l'utilisateur, ou est-ce que c'est tous les devices de ce même utilisateur, de telle sorte que je puisse remplir un formulaire sur ma tablette, par exemple, continuer sur mon téléphone pour prendre la photo et terminer l'acte d'achat sur mon PC. Donc rien que la notion de session doit évoluer quand on est dans ce genre d'écosystème. Alors, les nouveaux usages entraînent une explosion des sollicitations DSI. Hein. Tout le monde est connecté partout, tout le temps, avec plein de devices, et puis on a l'Internet des objets qui va arriver, donc ça va encore nous foutre une grosse pression. Et on doit être capable de gérer des milliards de petites requêtes. Et du coup, on doit remettre en cause l'architecture actuelle, et notamment sur la notion de la gestion de la latence. Donc ça devient important de se dire, tiens, du JSON, c'est en mode debug, mais non, il faut peut-être travailler en binaire pour pouvoir être plus rapide. Les performances et la montée en charge. Actuellement, ce qu'on fait pour essayer de réagir à cette grosse pression de l'extérieur, c'est essentiellement de la cautérisation, c'est-à-dire qu'on va essayer d'améliorer l'existant. Donc on va essayer de multiplier les machines, on va essayer de rajouter des composants, des proxys, des caches, enfin des technologies un peu qui sont pas trop chères, pas trop compliquées à mettre en place et qui vont essayer de retarder finalement l'échéance. On va éventuellement raffiner quelques paramétrages. Parfois, on est un peu ambitieux et puis on change d'approche, on dit ok, on vire le SQL, on va essayer de changer et travailler avec un modèle NoSQL. Mais ça, finalement, ce n'est pas une vraie remise en cause, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait un vrai reset de notre SI. On est plutôt en train de cautériser le système actuel. Et du coup, ça a des impacts sur les coûts, sur les limitations physiques, juste parce que la technologie ne peut plus encaisser, hein, il va falloir bouger. Et puis également, limitations sur les architectures et les composants. Du coup, il est peut-être temps de se poser des questions sur des nouvelles architectures et une nouvelle façon de concevoir les logiciels.
Si on prend un petit peu d'historique, il y a 10 ans, nombre de serveurs, on avait une dizaine, on est autour de 1000 maintenant, ça devient assez courant. On était à la seconde, maintenant c'est la milliseconde. Les gens du web nous ont tellement montré qu'ils étaient capables de faire un truc rapide que les utilisateurs ne supportent pas d'attendre. L'interruption de service, c'est jamais, le volume de données est extrêmement très important. Il y a des choses intéressantes qui bougent, par exemple le HTTP 2.0 remet en cause tout le modèle, c'est-à-dire qu'on n'est plus en mode de texte comme c'était auparavant, on est en mode binaire, et on n'est pas sur un modèle requête-response, on est sur un modèle flux. Et un flux bidirectionnel, c'est-à-dire que le serveur peut renvoyer des informations au client. Et ce n'est pas pour rien que ça apparaît maintenant. D'ailleurs, on peut même s'étonner que comment se fait-il que HTTP2 arrive en binaire maintenant, alors que depuis, on a des machines vachement plus puissantes et des réseaux vachement plus puissants qu'à l'époque, on avait le HTTP1. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que la pression n'est plus encaissable par les technologies. Donc il faut vraiment changer d'approche, et c'est ce que propose entre autres HTTP2 et ce qui suit derrière. Alors les réseaux, avant ils étaient câblés et stables, tout allait bien, maintenant on est des réseaux complètement instables. Vous êtes spécialiste pour connaître ce genre de difficultés. Hein. Donc dire je travaille sur des API alors quand je suis sur un mobile, c'est juste une mauvaise idée, quoi. On ne travaille pas en API quand on est sur un mobile, parce que le réseau il n'est pas là. Donc il faut travailler sur synchronisation de données, c'est un autre modèle de développement. Les clients sont multiples et puis les sessions utilisateurs, elles deviennent de plus en plus éphémères puisqu'il se passe plein de choses en parallèle. Alors du point de vue utilisateur, il y a pas mal d'expériences qui ont été faites. En gros, en dessous de 100 millisecondes, l'utilisateur il se rend compte de rien. Entre 100 et 300 millisecondes, c'est quand même assez rapide. Il commence à dire, oh là, il a réfléchi, hein, j'ai dû mettre du temps à ce que le temps que j'appuie sur le bouton. Au-delà de 300 millisecondes, là, il dit, ah, ça commence à travailler. Une seconde, là, hop, on est déjà passé à autre chose. Hein. C'est le problème des profs qui savent que les enfants switchent un peu rapidement. Et puis 10 secondes, bon là, c'est même plus la peine. Puis il ne faut pas oublier qu'on s'appuie sur des technologies que vous connaissez, hein, où malgré tout, quoi qu'on fasse, on est déjà pris un grand coup avant même de commencer à travailler. Donc avec le solde, il va falloir réussir à faire quelque chose. Ça, c'est un slide que je trouve assez intéressant, qui essaie de nous rendre compte, nous, humains, qu'est-ce que c'est que ces vitesses aussi rapides. En gros, une nanoseconde, c'est 1 milliardième de seconde, c'est l'équivalent, en gros, d'un cycle d'une instruction assembleur. Si je fais des mutex, il m'en faut 25. Okay, c'est pas énorme, c'est des milliardièmes de seconde, ça va. Si je prends 2 kilos que j'envoyais sur un réseau, ça va me prendre 20 000. Et puis voilà, on va continuer. Mais là où ça devient intéressant, c'est si je dis, ouais, mais maintenant, je vais me mettre à l'échelle humaine. Considérons qu'une nanoseconde, c'est pas une nanoseconde, c'est une seconde. Donc ça, c'est une donnée que nous, humains, on arrive à comprendre. Qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne qu'un mutex, ça devient une demi-minute. Ah, là, on commence à le sentir. Envoi de 2 kilos sur le réseau, c'est 5 heures. Pendant 5 heures, on est juste en train de poireauter qu'il y ait des données qui arrivent. Hein ? Lire 1 méga séquentiellement en RAM, c'est 3 jours. Donc là, ça devient intéressant quand même. Pendant ce temps, il peut faire plein d'instructions pendant 3 jours. Hein ? Il se passe beaucoup de secondes pendant ce temps. Lire 1 méga sur disque, c'est 6 mois et demi. Et puis juste un ping avec les US, c'est 5 ans. Pendant 5 ans, on poireaute. Et ça, c'est nos applications actuelles. Elles passent leur temps à poireauter. Vous avez très rarement sur vos serveurs la CPU qui est autour de 80%. En général, on met plein de serveurs, mais même si on en met plein, elles passent leur temps à poireauter. Donc on a une densité d'exploitation de la CPU qui est extrêmement faible. C'est normal, 5 ans, c'est juste énorme, quoi. Donc j'aime bien ce slide parce qu'il est très, très parlant sur la façon dans laquelle ça se passe finalement par derrière. Et donc on voit qu'on a des gains énormes à chercher pour réussir à dire que pendant les 5 ans, au lieu de poireauter, je vais faire quelque chose. Ça tombe bien, on nous le demande. Alors ce slide aussi, je trouve assez intéressant. Alors bien sûr, les dates sont relatives, mais finalement, c'est un petit peu l'évolution de l'informatique que j'ai vécue. Hein. Au début, dans les années 70, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des calculs, des computers, calculs. On avait un modèle impératif, on avait des langages qui étaient très orientés, je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça. On avait des procédures. Des langages sont apparus pour pouvoir faire ça, les COBOL, le Fortran, le BASIC, le Pascal, etc. Puis on avait le SQL. À partir des années 90, on a commencé à dire ouais, mais non, on va travailler autrement, on va modéliser. Et là, on travaille en modèle objet. On n'a plus des procédures, on a des méthodes. On associe les données et les traitements. On va isoler. Donc il y a des langages qui sont apparus pour ça. Le C++, qui est un dérivé du C. Java, qui a bénéficié du fait que le C++ était là juste avant. C'est parce que les gens sont passés du C au C++ qu'on a généralisé l'objet et que du coup, on a parti de zéro avec Java qui a accepté de remettre de l'objet partout. Très bien. Alors, on a créé des ORM, donc on n'a pas réussi à se débarrasser du SQL qui était sous-jacent. Donc là, quand on sauve des objets, on passe son temps à démonter toute la voiture pour ranger d'un côté. Voilà, ça c'est les vis, là c'est les roues, là c'est les écrous, là c'est peu importe. Et puis dès qu'on doit reprendre la voiture, on reconstruit tout. Et voilà, on passe son temps à faire ça. Ok, donc ça c'est les systèmes qui utilisent du SQL, donc un modèle ancien, pour avoir un modèle au-dessus qui est un modèle objet.
Maintenant, depuis quelques années, là, en 2010, on commence à fonctionner autrement. On commence à archiver, c'est-à-dire qu'on commence à vouloir garder les informations. Parce qu'on se dit que c'est là qu'il y a de la valeur. Je ne sais peut-être pas maintenant, mais c'est intéressant de se dire, putain, il y a combien de personnes qui déménagent de telle ville à telle ville, peut-être que je peux faire une offre professionnelle spécialement pour eux. Je n'ai aucun moyen de le savoir si je continue à fonctionner dans l'approche avant, où je détruis toutes les données. Et du coup, il y a un nouveau paradigme qui est en train d'émerger, c'est les modèles fonctionnels. Modèles fonctionnels, c'est-à-dire qu'on va travailler comme les équations mathématiques. C'est-à-dire que les choses sont vraies, quel que soit leur ordre. Quand je ferai une démonstration mathématique, je peux mettre toutes les lignes dans le désordre, elles sont toutes vraies simultanément. C'est pas, ça passe d'abord celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. C'est comme ça que nous, on les présente en tant qu'humains, mais en soi, je peux les mettre dans n'importe quel ordre, ça fonctionne. Donc le modèle fonctionnel consiste à dire, je ne vais plus avoir de mutation. Je vais avoir des transformations comme on le fait dans les mathématiques. Et là, on a plein de langages qui émergent à partir de ça. Donc on a Scala, qui est une extension de Java, on va dire, qui propose ce modèle, et qui, de mon point de vue, est le même cheval de Troie qu'a pu être le C++. Le C++, ça vous permettait d'écrire du mauvais C++, c'est-à-dire d'écrire des langages, enfin du procédural dans un langage objet, et vous le tolérez. Scala, c'est la même chose. Ce n'est pas un dictateur en disant il faut absolument tout faire en fonctionnel, il vous autorise de faire de l'objet, du fonctionnel, du procédural, et donc ça va permettre de généraliser ce modèle de développement. Après, il y a d'autres langages qui sont plus rigides, on va dire. Bon, on peut parler d'Haskell, mais après, tous sont en train d'évoluer. F#, qui est un dérivé de C# ou d'autres. Et du coup, là, on est aussi sur un modèle où même les bases de données sont en train d'évoluer. On n'est plus dans un modèle où on va avoir une normalisation des données concentrées dans un endroit et la base de données est censée tout répondre. On est en train de travailler sur du NoSQL, sur d'autres approches. En 2020, on va pouvoir dire, maintenant qu'on aura de l'historique, on va peut-être pouvoir prédire. Donc c'est ce que certains commencent à faire, donc les géants du web travaillent un peu là-dessus. On aura probablement un modèle qui sera plus orienté sur les statistiques que sur de l'impératif ou sur du fonctionnel. C'est même une évolution importante de nos sociétés. C'est-à-dire que maintenant, on est drivé non pas par des démonstrations de mathématiciens ou de scientifiques pour vous dire j'ai la preuve que ça c'est vrai. On travaille sur des probabilités. J'ai un big data qui m'a dit que c'était suffisamment bien pour pouvoir être exploitable. Google a plus d'informations sur le trafic routier que l'on a l'État et est capable de proposer des meilleures stratégies pour un État que peut l'avoir l'État chez nous, quoi. Et il y a même des exemples assez amusants, où je crois que c'est en Suède, où ils ont exploité ce type de données pour réorganiser les transports urbains par rapport à ces données. Il y a deux façons de voir. Soit on dit on tient compte de ces données et on va modifier l'offre proposée aux utilisateurs par rapport à cette analyse. Soit on a l'autre version qui est dire j'ai plus rien à faire puisque de toute façon c'est Google qui va tout seul ajuster le trafic par rapport aux uns et aux autres. Bon. La première méthode à mon avis est plus efficace, mais la deuxième est moins chère et puis les politiques ils n'ont pas décidé. Donc le modèle qu'on attend plus tard, c'est plutôt un modèle statistique, sûrement basé sur des probabilités. Il y a des langages qui émergent, comme R par exemple. Et puis il y aura sûrement d'autres modèles de données. Alors certains sont là, mais ils vont généraliser, donc les bases de données graphes, les time series, etc. Puis si on continue, on peut se dire que là, on aura peut-être un modèle quantique, on aura la NSA qui sera partout. Voilà. Les modèles de développement ont évolué. Auparavant, dans les années 90, on était sur un modèle plutôt spaghetti, vous connaissez tous le GoTo. En 2000, on s'est dit, non, il faut arrêter ces conneries, on va tout organiser, on a des architectes, et puis on va créer des couches, des lasagnes. Maintenant, on est plutôt sur du microservice, ça vient d'être présenté, donc là c'est les raviolis. Il y a peut-être de nouvelles spécialités qui sortiront plus tard, mais on voit bien que régulièrement, de façon périodique, on est en train de remettre en cause les modèles précédents qui étaient considérés comme tout le monde, comme étant c'est vachement bien, de toute façon c'est absolument là qu'il faut aller, tout le reste c'est mauvais. À un moment donné, on va remettre en cause. Et c'est le but un peu de ma présentation, c'est de vous ouvrir la chakra. Donc on va essayer de réfléchir à quelles sont les nouvelles approches et puis prendre un regard critique finalement sur ce que l'on fait actuellement. L'ambition, c'est d'avoir des applications réactives. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une application réactive? C'est une application qui va répondre à des variations importantes du nombre de connexions simultanées. C'est-à-dire que là, on a vu que le nombre de sollicitations par les utilisateurs était très fortement multiplié. Mais les moments où ils utilisent ne sont pas non plus uniformes. C'est-à-dire que d'un seul coup, à 18h, quand les gens rentrent chez eux, ils vont utiliser simultanément, synchroniser le téléphone, la tablette, les télévisions connectées, la voiture, et pouf, on va avoir un pic qui va être multiplié par 20, par 30. Donc il faut être capable de gérer un nombre important de connexions simultanées, mais sans remettre en cause la structure et perturber le fonctionnement nominal. Donc on va avoir un mécanisme qui soit élastique et qui densifie la capacité des architectures actuelles à travailler. Il faut essayer d'augmenter la consommation CPU par machine, plutôt qu'augmenter le nombre de machines. Alors,
le modèle réactif, c'est un modèle qui a été exprimé entre autres par le Reactive Manifesto, que je vous invite à consulter, et qui en gros est basé sur 4 axes. Si on veut avoir une application qui se revendique comme réactive, elle doit d'abord être basée sur des événements, donc elle doit réagir à des événements. On n'est pas en train d'être dans un modèle où je dis tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça, mais j'ai des sollicitations, des milliards de sollicitations, et je dois réagir au plus vite possible à chacune des sollicitations. Je dois également répondre très très vite, donc je dois être responsive. Je dois être résilient, parce que comme j'ai plein de composants qui doivent tous réagir très très vite, s'il y en a un qui tombe, il ne faut pas que ça se voit. Donc on évoquait tout à l'heure les microservices, c'est une des façons d'y répondre, il y en a d'autres, il y a les acteurs, il y en a d'autres qui sont un peu un dérivé. Et puis je dois également être capable de réagir à une forte sollicitation, donc être complètement scalable de chaque maillon. Je ne dois pas avoir un truc quelque part qui lit, s'il est fortement sollicité, il fait tomber tout le reste. Chaque maillon de ma technologie doit être élastique. Et donc finalement, on a un écosystème riche et dynamique qui est en train d'émerger sur les architectures réactives. Donc on a des langages qui sont enrichis, on va voir ça cet après-midi, qui permettent de tirer le meilleur parti des différents concepts, que ce soit de l'événement, des flux ou des acteurs. Et puis on a également des évolutions technologiques, avoir des drivers de base de données qui soient asynchrones et pas synchrones, JDBC vous oubliez. Et dans le respect des principes clés qui sont pas plus de threads que de cœurs. Ça ne sert à rien de créer des threads quand de toute façon c'est des soft threads, pas des hard threads, c'est-à-dire qu'on simule des threads. Parce que ça a des impacts négatifs. Ce n'est pas comme ça que vous allez optimiser votre utilisation CPU. Il va falloir travailler autrement, on va en parler. Et puis pour pouvoir faire ça, on va utiliser que des I/O asynchrones. Le simple fait d'écrire sur disque et d'attendre le résultat, c'est qu'on a perdu la capacité d'exploiter la CPU. Donc il ne faut pas fonctionner comme ça. Finalement, les 4 axes d'amélioration, c'est les I/O non bloquantes. Un autre axe, c'est le no-update. On va éviter de modifier les données. On va créer une nouvelle donnée, on va en parler, c'est le fonctionnel. On va essayer de foutre le maximum en RAM, c'est le seul moyen d'être rapide. Et puis pas d'affinité client-serveur. Il faut que tout soit shardable et que tout soit distribuable, qu'on puisse attaquer n'importe quel nœud. Alors on va voir que ce n'est pas forcément évident de mélanger ces différents axes. Et on va éventuellement utiliser des technologies qui sont différentes suivant le niveau de fraîcheur de la donnée. Si je suis sur du temps réel, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le maximum de réactivité. Et je vais travailler en RAM. Si vous regardez toutes les nouvelles technologies qui sont en train de sortir, qui déchirent comme des fous furieux au niveau performance, pourtant on est sur les mêmes machines, c'est parce qu'ils utilisent des stratégies qui sont complètement innovantes. Rappelez-vous l'arrivée de V8, le moteur JavaScript de Google, il a juste bouleversé l'utilisation des sites. Parce qu'il s'est dit, moi j'avais un JavaScript qui était celui de Microsoft, qui était vachement bien parce qu'il était basé sur Decom, enfin voilà, sauf qu'il était tellement lent qu'on l'utilisait juste pour faire 3 bricoles. Et puis d'un seul coup, on est arrivé avec un moteur qui était 1 million de fois plus vite sur la même machine, quoi. C'est juste du code. Là, l'objectif, c'est d'exploiter tous ces éléments que l'on possède déjà, mais les exploiter autrement. Le seul moyen de gagner, c'est de travailler autrement, c'est pas de raffiner ce qu'on a déjà fait. Donc les données temps réel, on les avait en RAM, donc là on aura un maximum de réactivité sur les données qui sont les plus sollicitées. Si les données d'hier, on peut éventuellement les partager entre nœuds et puis les partager dans une base de données en RAM, et puis quand c'est un peu pour plus long, on va le mettre dans le big data, et puis là on va pouvoir avoir de très très gros volumes, et puis avoir des architectures un petit peu différentes pour traiter ces données. Donc le premier élément qu'on va remettre en cause, c'est les threads. Pour les threads, on a plusieurs manières d'organiser finalement nos applications et puis le partage de données entre les threads. La première approche, c'est l'approche un processus, un utilisateur. D'accord ? C'est typiquement l'approche CGI. Vous connaissez CGI sur HTTP, à la base, ça lance un processus et puis ce qui se passe dans le CGI, ça concerne que cet écosystème, que cet utilisateur, il peut faire tout ce qu'il veut, ça n'a pas d'effet de bord. Puis quand c'est terminé, on perd le processus. Donc là, il n'y a aucun partage entre les différents utilisateurs parce que chacun, c'est des processus séparés. Okay. Donc là, c'est consommateur en RAM, puisqu'à chaque fois, on a un processus complet au niveau des mémoires virtuelles, ça va être bouffé d'un processus. C'est moins efficace sur les CPU. Sur la droite, on a un modèle qui est un petit peu différent. On va maintenir un thread par client. Un client arrive, je crée un thread et je lui associe ce thread. C'est ce qui se passe en général sur les implémentations de base de FTP, par exemple. Quand vous ouvrez une connexion FTP, il va vous créer un nouveau port et puis on va se reconnecter dessus et hop, on va avoir une connexion directe avec ce thread. On a un autre mode, en bas à gauche, un seul thread, où là, on va avoir qu'un seul et unique thread, mais qui, lui, va fonctionner que sur des I/O asynchrones. Donc ça, c'est l'approche Node.js, par exemple. On va avoir des moments des sollicitations,
j'ai eu un début de requête, je le traite jusqu'à ce que je suis bloqué parce que j'ai besoin de faire autre chose qui prend du temps, eh ben, je me barre, je le mets en pause, et je vais m'occuper d'un autre traitement qui traînait derrière, qui était asynchrone, et puis quand j'aurai la réponse, je vais reprendre le traitement où j'en étais. Donc ça, c'est très très bien, parce que c'est très efficace, ça densifie la consommation CPU, hein. On évite les partages, les locks que l'on a habituellement dans la mémoire, puisque du coup, les traitements sont tous sérialisés. Donc je peux faire toute modification, je sais que je suis tout seul à le faire. Par contre, si je garde la main, là c'est emmerdant. Parce que si je garde la main et que je ne la rends pas, ben, toutes les autres sollicitations asynchrones, elles seront juste jamais traitées, puisque c'est chacun son tour. C'est guichet unique. Et il y a en bas à droite, il y a l'approche pool de threads. Là, c'est ce qu'on connaît très bien dans J2E, où on a un nombre de threads maximum qui vont s'exécuter en parallèle. Et là, on a du partage de contexte également. Comme celui d'au-dessus, le petit élément vert là, nous indique qu'on va partager la mémoire. Donc il va falloir se poser les questions, comment je vais partager les traitements dans cette mémoire. Sur les deux éléments de droite, on a une gestion de la concurrence. Sur les éléments de gauche, on n'en a pas, puisque par construction, il n'y a pas deux traitements simultanés dans la mémoire. Alors nous, Octo, on privilégie plutôt le modèle en bas à gauche, mais avec des évolutions. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que finalement, si on prend un peu de recul sur la gestion des threads actuellement, on va se rendre compte que ce n'est pas forcément optimum, loin de là. J'ai un exemple à tout bête, j'ai deux threads en haut, que je veux comparer à une approche thread unique, mais avec une approche légèrement différente. J'ai un premier événement qui arrive, qui dit « Ok, on me demande de faire une requête. » Ah, bon, ok. Je suis en train de faire mon A, j'ai un certain nombre de traitements à faire, j'ai bouffé de la CPU, et puis au bout d'un certain temps, je sais pas, je vais interroger une base de données pour obtenir un résultat. C'est un web service, j'interroge une base de données. Donc ben là, je vais m'interrompre. Puis il y a un deuxième traitement qui arrive en plein milieu, paf, le B. Dans le premier scénario en haut, ouais, je suis capable de commencer à exécuter le B, pendant qu'il exécute le A. Mais la zone rouge vous indique, attention, là, on est en train d'avoir une contention entre deux threads. On prend l'hypothèse que les deux threads sont sur le même cœur, hein, pour simplifier. Donc là, attention, j'ai en réalité le scheduler qui va passer un peu dans la thread 1, un peu dans le thread B. Donc là, il y a de la contention entre les deux. Par contre, dans l'approche réactive, là, ben, je n'ai pas pu commencer à travailler sur le thread B. Ok, je suis en retard. Du coup, ben, moi, dès que j'ai fini mon premier traitement A1, je vais pouvoir commencer à traiter le traitement B1. Mais ensuite, c'est là où ça devient intéressant. Les threads 1 et les threads 2 ont tous les deux besoin d'invoquer la base de données. Donc, ils sont tous en train de s'endormir pour attendre la réponse de la base de données. Mais moi, pendant ce temps, en bas, je reçois une nouvelle sollicitation, C. Je vais être capable de la traiter. Là, on ne peut pas, parce qu'il n'y a plus de thread dispo. Donc, on poireaute. Et finalement, ce que vous avez dans la zone orange, c'est deux threads qui sont toutes les deux endormis et qui foutent rien. Du coup, quand j'ai enfin la réponse de A, je peux continuer mon traitement A2. Quand j'ai la réponse B2, je peux continuer le traitement A2. Et puis peut-être que le A1 a redéclenché une autre requête qui est derrière pour obtenir un A3, très bien. Et puis suivant les cas, je vais avoir un peu de contention. Là, j'ai commencé seulement à traiter le C1 à partir de maintenant, alors qu'en bas, je continue à le traiter comme ça au fur et à mesure. Donc au total, finalement, je vais être capable, avec un seul thread, de traiter la même chose que les deux d'au-dessus, voire plus, puisque j'arrive à traiter le C en même temps. Et si on regarde la consommation CPU, on voit qu'en bas, le thread unique, il est beaucoup plus souvent sollicité que les deux threads là-haut qui ont soit des phases de wait, ou les deux poireautes, soit des phases de contention, parce que les deux sont en train de se marcher les uns sur l'autre. Et finalement, quand on prend du recul par rapport à ça, on se rend compte que le mieux, c'est bien entendu le mode réactif, mais qu'on parie depuis 20 ans sur une concurrence optimale qui, en réalité, n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'on part de l'hypothèse que pendant qu'il y en a un qui est en train de poireauter, il y a l'autre qui va travailler. Mais pour que ça arrive, il va falloir augmenter le nombre de threads. Mais si on augmente le nombre de threads, on va augmenter également le nombre de cas où il y a des zones rouges, où au contraire, elles se marchent dessus. Donc en gros, on fait un pari. On passe son temps, depuis 20 ans, à tirer au dé en disant tiens, je vais mettre plus ou moins un nombre de threads et puis je vais essayer d'optimiser ma puissance. Nous, on propose de travailler plutôt avec une approche déterministe où on va vraiment contrôler la puissance et on va densifier vraiment. On ne va pas de jouer au dé. Mais alors pour pouvoir faire ça, c'est pas forcément évident, parce qu'écrire un langage, écrire avec un modèle asynchrone, ça peut être emmerdant. Donc il y a des technologies, qu'on verra beaucoup plus en détail cet après-midi, qui vont nous permettre de travailler comme si j'écrivais de façon linéaire, mais qui en réalité vont être traduites par les compilateurs en un modèle réactif, c'est-à-dire à base de switch. Donc on va écrire son code en disant je fais ça, puis j'attends, je fais ça, puis j'attends, je fais ça, puis j'attends, puis je fais ça, puis j'attends. Et c'est le compilateur qui va s'occuper de transformer tout ça pour dire ok, tu m'as demandé d'attendre, donc je vais me barrer, et puis j'attends qu'il y ait l'événement qui revient, qui dit ok, maintenant tu as une suite, et je vais te reprendre de là, on va reprendre dans l'état où tu en es, et on va continuer. Donc ça, c'est ce qu'on verra plus précisément
tout à l'heure. Alors pour que tout ça puisse fonctionner, finalement, il a fallu un certain nombre d'évolutions. Il a fallu d'abord qu'on puisse avoir des API au niveau de l'OS qui soient non bloquantes. Ce n'est pas si évident que ça. Parce que par exemple, aux dernières nouvelles, je n'ai pas vu d'API qui me permettait de faire un remove de répertoire de façon asynchrone. On a l'ouverture des fichiers, on a l'écriture de fichiers, etc. Mais un remove de répertoire de façon asynchrone, je n'ai pas vu des OS qui me proposaient ça. Donc les OS ont quand même pas mal évolué depuis de nombreuses années, hein, mais finalement c'est peu utilisé, mais c'est disponible. Donc ça c'est le premier maillon qu'il a fallu débloquer. Deuxième maillon, c'est d'avoir des drivers qui soient asynchrones. Donc si vous êtes sur du JDBC, c'est pas bon, mais vous avez maintenant, toutes les bases de données NoSQL sont basées sur des web services, donc on peut très bien les invoquer en asynchrone, et on trouve de plus en plus de frameworks qui vous proposent des drivers asynchrones, soit c'est géré directement par les fournisseurs des bases de données, soit c'est des projets open source, qui vont travailler comme ça. Les protocoles également évoluent. Comme je disais tout à l'heure, HTTP2 est un modèle asynchrone, on reçoit des événements. Les WebSockets, c'est pareil, on reçoit des événements au fur et à mesure qu'ils arrivent. On n'est pas en train de dire, je fais ma requête, j'attends la réponse, ok, j'ai la réponse, on passe à autre chose. Les frameworks également évoluent. Donc on a parlé de Node.js, mais on a un Netty qui va nous permettre de fonctionner complètement en asynchrone. C'est en gros le framework de base de toutes les nouvelles technologies qui sont tous basées maintenant sur de l'asynchrone. On a AK qui fonctionne sur des acteurs, JMS, Java 8 également nous propose quelques évolutions. Et les langages également évoluent. Le dernier élément du bas, c'est ce que je vais vous présenter cet après-midi. Donc finalement, quel est l'optimum? L'optimum, c'est d'avoir un thread par cœur CPU, c'est-à-dire de n'avoir que des hard threads et pas des soft threads. Là, je n'ai pas de contention et j'ai ma CPU qui est à fond. Et c'est par exemple les paramètres par défaut que vous avez sur les technologies Big Data comme Spark ou autres, où par défaut, il va te dire, tiens, je suis une machine, combien j'ai de cœurs? J'en ai 8, ok, tu as 8 workers. Pas plus. Et du coup, on a plein d'avantages. Alors là, il y a une conf que je ne fais pas ici, mais je pourrais peut-être refaire à l'occasion, qui explique les secrets de la JVM pour les algos à haute fréquence. Mais voilà, donc là, on n'a pas de collision entre les zones mémoire, si on se débrouille bien, entre les différents cœurs. Donc si on se débrouille bien, on peut faire en sorte qu'il n'y ait même pas de collision entre les cœurs. Parce que le dernier verrou qui nous reste à gérer, c'est de mettre des stratégies de développement qui vont faire en sorte que les cœurs ne se marchent pas les uns sur les autres au niveau de la mémoire. Très bien. Donc on a vu que l'objectif c'était d'être en I/O asynchrone, mais que du coup, dans les stratégies, si on commence à avoir des threads qui correspondent au cœur, je vais quand même avoir une contention sur la mémoire. Donc il va falloir que je me pose des questions, comment je vais partager dans la mémoire? Alors là, il y a également des évolutions. Donc la première approche, c'est l'approche classique J2E ou d'autres technologies, qui est un partage total. En gros, on a la mémoire, et dans cette mémoire, il y a tous les threads qui vont simultanément aller bouffer dans cette mémoire. Du coup, on est obligé de mettre en place des stratégies de synchronisation. Ce n'est pas pour rien que Java a apporté ce mot synchronize, qui était un des premiers langages à le proposer et qui a ramené tout ça. Mais maintenant, quand vous regardez la roadmap de Java, il vous explique que les threads, on s'est gouré, c'est pas comme ça qu'il faut faire, on va plutôt travailler sur des continuations, patterns qu'on verra cet après-midi. Donc on a du coup une synchronisation entre tous les accès. Alors après, on peut un petit peu améliorer en disant, bon, je vais faire une synchronisation différente entre les lecteurs et les écrivains. J'autorise qu'il y ait plusieurs lecteurs en même temps, mais un seul écrivain. Dès qu'il y a un écrivain qui arrive, il n'y a plus de lecteur qui se branche. On attend que l'écrivain ait fini, puis les lecteurs vont arriver. Okay. Le problème de cette approche, c'est qu'on a des gros risques de deadlock. C'est assez difficile à développer et à déverminer. Mais c'est un des modèles qui est fortement utilisé. Alors maintenant, il y a une autre approche, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est de dire, si je suis en approche monothread, j'ai juste pas de problème, puisque de toute façon, j'ai qu'un seul thread à la fois qui travaille. Donc je peux faire toutes les modifications que je veux en mémoire, aucun impact. Et si je me débrouille bien et que je lance plusieurs instances monothread de Node.js, chacun sur un nœud différent, ils vont travailler sur des espaces mémoire différents, donc ils n'auront même pas de collision entre eux, donc on sera optimum au niveau mémoire. Et ça, c'est des stratégies qui sont en train de se mettre en place. D'ailleurs, il y a un concurrent de Cassandra qui est en train de reprendre les mêmes fichiers, mais de travailler comme un fou furieux, en utilisant entre autres ce genre de stratégie. Par contre, si on est sur ce modèle-là, souvent on a besoin quand même de partager les informations entre les nœuds, comme on est setless, donc c'est souvent des bases de données qui elles-mêmes sont en mémoire et qui sont réparties, qui utilisent aussi des stratégies d'optimisation qui sont derrière, qui sérialisent éventuellement les mutations. On a une autre approche, c'est de travailler en mode complètement immuable. Le mode immuable, c'est que quand j'ai créé un objet, il ne doit plus bouger. J'ai le droit de le créer, mais une fois qu'il est créé, j'ai donné les valeurs, et ça ne bouge plus. Alors ça paraît un peu bizarre, mais gros avantage, c'est qu'on peut être 150 à lire dessus. Comme il ne bouge pas, il n'y a pas de contention. Donc j'ai plus de verrou de lecture, du tout. Et j'ai plus de verrou d'écriture, parce que j'écris plus dessus, puisque je ne le modifie plus.
Mais du coup, il va falloir voir comment faire évoluer cet objet. En réalité, on fait évoluer cet objet, on crée un nouvel objet qui possède toutes les mêmes valeurs en modifiant certaines. Donc je vais me retrouver simultanément en mémoire, avoir plusieurs versions des mêmes objets. Ça dépendra du moment où j'ai commencé à lire. Alors ce modèle-là est souvent expliqué de la manière suivante. On va séparer l'identité de l'état d'un objet. L'état, c'est les valeurs qui ne bougent pas. L'identité, c'est maintenant je suis dans cet état, un peu plus tard je suis dans un autre état, donc je vais bouger le pointeur vers où je pointe. Donc je vais pointer sur une nouvelle version. On va voir ça avec un exemple clair derrière. Donc l'état ne change pas, c'est l'identité vers un nouvel état qui va permettre de se rendre compte que quelque chose a bougé. Prenons cet exemple relativement simple. J'ai une liste chaînée ABC. Très bien. J'ai la liste en version 0.1 ABC. Je veux rajouter un élément dans cette liste. Très bien. Je rajoute D. Si je le rajoute en tête de liste, c'est super cool. Je le mets devant. Et je peux donc avoir simultanément deux lecteurs. Un lecteur qui est en train de lire la version 1, qui va voir que ABC, et au même moment, un autre qui va lire la version DABC. Ça dépend du moment où ils vont consulter mon pointeur qui dit voilà, ma liste, elle est dans cet état. Là, ça devient plus compliqué, c'est si maintenant je veux supprimer A. Et je veux maintenir ce modèle-là. Supprimer A, ce n'est pas trivial. Parce que je ne peux pas casser là. Donc le modèle classique, c'est de dire le pointeur de D, il va pointer directement sur B. Sauf que pour pouvoir le faire, si je veux rester dans un modèle immuable, je n'ai pas le droit de modifier D. Donc je me crée un D'. Je recopie D, en disant c'est toutes les valeurs de D, sauf que ton pointeur next, il va pointer sur B. Donc là, j'ai bien trois versions différentes de ma liste chaînée, qui dépend du moment où j'ai commencé à la consulter. Quand je les consulte, c'est uniforme, je n'ai pas besoin de mettre de verrou. Certains vont lire ABC, d'autres vont lire DABC, et d'autres vont lire D'BC. Et c'est le garbage collector qui s'occupera de faire le ménage, pour quand il n'y a plus aucun lecteur qui soit en train de lire les vieilles versions, automatiquement il ne restera que la version 3, et on n'aura que la donnée qui nous intéresse. D'accord ? C'est ça le modèle fonctionnel que vous avez. Tous les langages fonctionnels type Scala ou d'autres s'appuie sur cette approche-là. C'est-à-dire qu'on est obligé de concevoir des algorithmes qui sont orientés arbres et qui vont essayer, par construction, de mutualiser le maximum de choses entre un état A et l'état d'après. Sémantiquement, c'est comme si j'avais pris un arbre quelconque ou une structure de données quelconque et je la duplique à chaque fois que je fais une modification. Donc, du point de vue intellectuel, c'est ça qui se passe. J'ai à chaque fois un nouvel état, donc un nouvel arbre. Mais techniquement, on va essayer de mutualiser au maximum des informations entre l'ancienne version et la nouvelle. Donc ça marche très très bien quand on est sur de l'arbre, ça marche vachement moins bien quand on est sur des boucles. Si vous avez un modèle circulaire où j'ai un pointeur A qui pointe sur un secteur B, enfin qui est sur son pair, là ça ne marche plus parce qu'il va falloir dupliquer carrément tous les grains. Alors si on est avec ce modèle-là, là ce qui devient intéressant, c'est qu'on peut avoir plusieurs lecteurs, comme on le voit, lecture V1 qui peuvent arriver au même moment, puis d'un seul coup, pouf, il y a une mutation qui s'est faite en haut. On va avoir une version V2, et puis hop, une version V3, etc. Donc finalement, c'est l'écriture du pointeur qui dit « ma liste, elle est dans cet état » qui va, dans la flèche du temps, faire passer d'une version à une autre. Donc là, on a l'avantage, c'est que c'est atomique au niveau des processeurs, donc on n'a même pas besoin de mettre de verrou, il suffit juste d'écrire le pointeur. Pas de verrou. Et ce qui est intéressant également dans ce modèle-là, c'est qu'on peut très bien déclencher une écriture d'un snapshot à n'importe quel moment. Vu que les choses sont immuables, tant que le snapshot n'est pas terminé, il va voir l'état pendant qu'il est en train au moment où il a commencé finalement. Donc ça, c'est très très bien pour pouvoir faire des backups. Et typiquement, Cassandra utilise ce modèle-là, où ils utilisent des conteneurs immuables. Et donc on fait des backups à chaud, tout simplement en prenant tous les objets immuables, et puis on commence à les sauver. Et puis une fois qu'on les a sauvés, on coupe les liens symboliques de duplication, et hop, ils vont être virés automatiquement du file system. Ces concepts-là sont très très forts, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement en RAM, on les retrouve maintenant dans toutes les technologies. Comme je disais, Cassandra utilise ce même modèle au niveau de sa stratégie de persistance. Alors ça c'est très bien, on a vu qu'on n'avait pas de verrou au niveau de la lecture, mais au niveau de l'écriture, on pouvait être atomique s'il suffisait de modifier un pointeur, mais qu'est-ce qui se passe si on est deux à vouloir modifier le pointeur au même moment ? Là on va être contraint de mettre un verrou pour être sûr qu'il n'y ait qu'un seul écrivain à un moment donné. Ou que ça ne soit pas que le dernier qui marche, ça dépend des transactions qu'on veut mettre derrière. Soit on est dans un modèle commit à terme, consistance à terme, pardon. Et donc c'est le dernier qui a parlé qui va mettre à jour l'état. Mais là où ça devient compliqué, c'est quand vous avez des algos du genre je veux
modifier mon état par rapport à l'état d'avant. Donc je suis en train de le lire et pendant que je lis, il se passe des choses et après je veux... Bon. Donc là, c'est problème de frontières transactionnelles. Donc il y a des technologies intéressantes qui existent maintenant qui sont les software transaction in memory. C'est-à-dire qu'on va travailler de la même manière que les transactions que vous connaissez dans les bases de données, mais en mémoire. Et donc là, en gros, on va autoriser d'avoir simultanément plusieurs écrivains au même moment. Sauf que lorsqu'on va committer la transaction, donc quand on va être au dernier maillon de l'ensemble des modifications que l'on va faire, il va y avoir une stratégie dans le framework qui va permettre de savoir est-ce que je suis en train de travailler dans un bout d'arbre qui n'est pas au même endroit que toi tu es en train de travailler, donc c'est bon, je vais pouvoir écrire. Mais si on est tous les deux, manque de peau, en train de modifier le même endroit, il y a une des deux transactions que je vais sacrifier, je vais retourner dans l'état d'avant. C'est intéressant, comme on a un modèle versionné, on peut retourner dans l'état de visibilité d'avant, et puis je vais recommencer. D'accord ? Et ça se fait en mémoire. Donc on a la même approche que l'on a dans les bases de données, mais en mémoire. Donc vous avez des frameworks ou des langages qui sont très basés là-dessus, Clojure est très basé là-dessus, Scala nous propose également des technologies pour pouvoir le faire. Et là, on va pouvoir avoir des écritures concurrentes sans avoir à gérer ces problématiques de verrou. Alors ça marche bien à condition que vous avez peu de contention. Moi j'avais fait des benches sur un projet où, suivant la façon dans laquelle j'avais codé, j'avais beaucoup de contention ou pas de contention. Et dans le premier cas, il avait 70% des transactions qui étaient échouées, qui recommençaient, quand on était en très forte sollicitation. Donc ça marche très bien à condition que vous avez une probabilité faible de tomber sur de la contention. Sinon, il vaut mieux mettre du verrou. Donc si je refais un petit peu un résumé de ce que je viens de vous raconter, on a les approches pour la gestion de la mémoire partagée, donc l'approche classique, J2E, on est tous sur le même pool de mémoire, donc il va falloir gérer les deadlocks, les locks, les verrous, etc. On n'approche pas d'état, ce qu'on a sur les stateless, enfin les Node.js ou autres, où de toute façon c'est la base de données qui fait foi et puis c'est pas la requête. On a les approches état immuable avec des lectures versionnées et on a l'approche software transaction de memory. Et puis suivant les cas, on a des stratégies ou des bases de données qui implémentent ces stratégies. Alors nous, on préconise plutôt les deux dernières. Très bien. Donc là, on a parlé des trades, on a parlé de la gestion de la mémoire quand on a une contention dans la mémoire, parce que c'est là où c'est rapide. Maintenant, on va parler de la persistance. Alors, il faut bien comprendre ces deux concepts différents. Il y a l'état. L'état, c'est la vision des données à un instant donné. Il est dans cet état. On a un accès instantané, je demande à voir l'état et je vais pouvoir le voir. Et ça peut être géré en mémoire. Et là, du coup, c'est très rapide. Et il y a le flux, c'est autre chose, c'est la suite des modifications. C'est qu'est-ce qui va me permettre de passer d'un état A à un état B. Et c'est ça qui est important. Ce qui nous intéresse dans la persistance, c'est le flux, ce n'est pas l'état. Parce que du coup, avec le flux, je suis capable de tout rejouer. Je suis capable de savoir quand il s'est passé quoi. Je suis capable de ne plus perdre du tout d'informations. Je tolère un bug d'un développeur. Un mec qui aurait banané et qui aurait fait que la base de données est complètement crachée. Zut, on n'a plus de données, il faut repartir du backup ou je ne sais pas où. Là, je m'en fous, je reprends le flux, je change l'algo et je rejoue le flux. Finalement, votre base de données n'est qu'un snapshot du flux. Comme le solde de votre compte n'est qu'un snapshot de votre flux d'écriture des transactions. Avant, seul le présent était important. Ce qui comptait, c'était les données dans leur état où elles étaient. Du coup, on avait la notion de delete, d'insert, d'update. Ces trois verbes-là, il faut les bannir maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir du insert only, c'est de créer de l'histoire. C'est de ne faire que rajouter des données. Rien ne disparaît du coup. Ce qui compte, c'est le flux des modifications. C'est là-dedans que vous allez trouver les pépites. C'est là-dedans que vous avez des gains financiers à trouver. C'est là-dedans que vous allez pouvoir faire de l'analyse. Vous ne pouvez pas faire de l'analyse si vous n'avez pas d'historique. L'analyse ne peut se faire que sur l'historique. Donc il faut se créer de l'historique. Et du coup, demain, on va pouvoir analyser le passé pour essayer de prédire le futur et proposer des réponses au présent basées sur ces prédictions. Si vous n'avez pas de passé, vous allez avoir du mal à faire de la prédiction. Concrètement, on va avoir quoi? On a en haut un état en version 1 d'un arbre un petit peu compliqué, très bien. Je vais persister ce qui bouge. Donc je vais persister, tiens, il faut que tu rajoutes un carré à gauche. Très bien. Ensuite, il faut que tu transformes le carré en un hexagone. Et ensuite, il faut que tu supprimes un hexagone. Donc il suffit d'écrire le flux de persistance que j'ai indiqué en dessous pour pouvoir être capable de reconstruire l'arbre. Alors bien sûr, il y a le snapshot initial, mais les dates, du coup, sont importantes pour que quand je rejoue le flux, je puisse le remettre dans le mémoire, ce n'est pas juste des événements.
Mais ça dépend aussi comment vous codez. Vous pouvez très bien être immuable et faire en sorte que l'heure précise soit plus ou moins importante. On peut faire des copies intermédiaires de l'état, on peut faire des snapshots, pour des raisons d'optimisation ou pas d'ailleurs. Hein. Du coup, ça permet d'accélérer le démarrage plutôt que de dire bah, tiens, il faut que je rejoue tout pour pouvoir tout remonter mon état, mais on est capable d'être très très rapide pour le faire malgré tout. Hein. Donc on peut faire des snapshots de façon régulière, mais si j'ai vraiment un crash, à partir du début, je suis capable de tout rejouer. On peut faire des analyses asynchrones sur le modèle, puisqu'on a toute l'évolution, donc je peux prendre le même flux et le balancer sur un autre type de base de données pour pouvoir rejouer dessus et faire de l'analyse dessus. Et éventuellement, je peux optimiser a posteriori le flux en faisant de la conflation ou autre, en épurant, je dirais, les modifications qui sont plus pérennes maintenant. Et on a Memcache ou Redis qui fonctionnent sur ce modèle-là en interne. Ce qui est intéressant également, c'est que c'est compatible avec les nouvelles technologies, entre autres le SSD. Le SSD, vous savez que c'est des technologies qui sont très rapides, mais qui ont un gros inconvénient, c'est que la modification d'un seul octet d'un fichier, ça veut dire qu'il faut invalider la cellule complète correspondante, la mettre dans une file de garbage collector, dupliquer tout le secteur dans une nouvelle cellule avec la version modifiée. Pourquoi? Parce que c'est très rapide à écrire, mais c'est très lent à effacer. Pour effacer, il faut mettre de l'énergie pendant longtemps pour tout remettre les bits à zéro. Donc il y a un mécanisme comme ça de rotation qui font que dès qu'on fait une modification au milieu, ça va être coûteux et il faut derrière que le contrôleur s'occupe de nettoyer. Si vous êtes sur un modèle comme ça où on n'est que de l'écriture en append only, on ne fait qu'écrire à la fin, quoi. Donc ce que je viens de décrire, c'est bien qu'on doit passer des bits de 1 à 0, mais pas dans l'autre sens, ou l'inverse, enfin, peu importe. Donc on est capable de faire du append only, de ne faire que écrire à la fin, et du coup on ne rentre pas dans ce mécanisme de recyclage de fichiers, on ne fait qu'écrire, et toujours à la fin. Et ça c'est super rapide. Et il y a clairement des nouveaux frameworks qui sont complètement basés là-dessus. Si vous prenez Kafka, il est complètement basé là-dessus. Il est rapide, très très rapide, parce qu'il utilise ce genre de stratégie. Vous avez des bases de données qui sont complètement spécialisées là-dessus, c'est-à-dire qui attaquent le SSD en passant outre le file system et l'OS. Donc ils attaquent directement au niveau du hardware en travaillant spécifiquement là-dessus. Et les nouvelles bases de données là, qui cherchent à concurrencer Cassandra sont également basées sur le fait qu'ils connaissent la taille des cellules du SSD. Et ils vont utiliser cette information comme une stratégie spécifique pour pouvoir être rapide. On est sur la même machine, hein, c'est juste que les mecs ils travaillent autrement. Donc ça permet également de revoir un rejeu complet du modèle, hein, on n'a plus de problème de migration de base de données, il suffit juste de dire tiens, je casse tout, maintenant j'ai une base qui est coupée en 2, en 3, ok, je change la façon d'interpréter les messages et je rejoue tout. Les backups rapides et à chaud, ça aussi, on n'a pas besoin d'arrêter pour faire le backup, on a une consistance naturelle, il suffit de dire ok, j'arrête le temps, à partir de maintenant, je prends tout ce qui s'est passé avant. Pour l'instant, il peut se passer des trucs, on s'en fout, je m'arrête jusqu'à un moment donné. On peut également donc, découvrir du passé, déménager, c'est pas la même chose que changer d'adresse. Je me suis trompé, j'avais mis 12 au lieu de 13, ouais, ok, j'ai corrigé, mais c'est pas la même chose que j'ai déménagé. On peut également, comme rejouer tout ça en mémoire, c'est très rapide. On a plein de scénarios où finalement, il suffit juste de monter mon modèle en mémoire, de rejouer au moment du démarrage de tout ça, et ça va aller très très vite. C'est ce que font la plupart des bases de données. Toutes les nouvelles implémentations sont basées là-dessus. En réalité, les transactions, elles sont juste écrites dans le fichier de log, et puis elles se synthétisent de façon régulière, mais absolument pas à tout moment, quoi. Elles sont capables de tout rejouer et de tout remonter en RAM. Il y a plein d'optimisations possibles. Bon, on peut réécrire le fichier de log, on peut... bon. Donc finalement, la persistance de l'état n'est pas important si quelque part il existe, s'il est synthétisé en RAM quelque part. Ce qui nous intéresse, c'est les messages de mutation. Ce qu'on veut, c'est sauver le flux. La base de données n'est rien d'autre qu'une vue finalement des logs de mutation. C'est une vue à un instant donné. Donc ça lui change un peu son statut hein, de centralisation de toutes les données, le truc super important. Non, on s'en fout. Moi, j'ai des architectures là où les bases de données, je les appelle des caches. Je peux tous les cracher, je m'en fous. Alors, elles sont haute dispo, elles sont Scala, etc. Mais si elles crachent, c'est pas grave. Et du coup, on va travailler avec des stratégies un petit peu différentes suivant les fraîcheurs de la donnée. On est, comme j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, là, si je suis sur des données chaudes, ok, je vais travailler complètement en RAM, et j'ai le flux des données en append only, très bien, ça me suffit. Les données tièdes, de façon régulière, je vais éventuellement faire des snapshots. C'est l'approche de Cassandra. Hein. Cassandra va régulièrement faire des snapshots de son état consolidé en mémoire. Et si vraiment j'ai un gros volume de données, parce que justement, je suis en train de rien effacer, ça devient difficile d'interroger les gros volumes de données. Donc, interroger les volumes de données, c'est des batchs qui vont prendre du temps. Donc, on met des lampes d'architecture qui consistent à avoir des batchs permanents, qui vont lancer des analyses, qui vont obtenir des données synthétiques de ces analyses, créer une base de données tiède, et dès qu'ils ont fini, ils recommencent. Donc, ils vont avoir des données qui ne sont pas très vieilles, et ça de façon régulière. Donc, on a un mélange des deux mondes.
on est capable d'avoir la même qualité d'analyse qu'on aurait sur du big data avec données froides, alors qu'on les expose en données tièdes. Et on peut mélanger du coup des flux extrêmement rapides avec de l'analytique qui pourtant est très très lent. Pour synthétiser ce que je viens de raconter, un logiciel sans passé n'a pas d'avenir. Donc commencez à vous créer du passé, donc gardez les flux de ce qui s'est passé. Sinon, vous allez avoir du mal de faire de l'analyse et vous travaillez comme avant. Maintenant, on n'a plus de problème de taille disque. Mais une fois qu'on a mis tout ça en place, il va falloir se poser des questions de sharding, de répartition des données. Donc il y a des stratégies à mettre en place, parce que j'ai de très gros volumes, on a des bases de données qui sont distribuées. Alors il y a plusieurs stratégies, il y a l'approche horizontale, où on va séparer par rapport au type de données. Je vais mettre quelque part les dates, d'autres les régions. Si on prend l'approche microservice qui était évoquée tout à l'heure, chaque microservice s'occupe à une responsabilité d'un sous-ensemble des données. Donc c'est une approche plus horizontale. Une approche verticale, non excusez-moi, sur l'horizontale, on va faire une sélection par tel type de date, ils vont là, tel autre type de date, ils vont là, tel type de client ou tel type de région vont être répartis sur ces critères-là, donc on sépare par type de région. Le vertical, c'est par type de produit, donc la compta est sur une base, le produit sur un autre, le client sur une autre. Et les réplications entre ces différents modes peuvent être synchrones ou asynchrones, et ça également, ça a des impacts sur la capacité de reprise ou l'exigence qu'on va avoir derrière. Pour pouvoir finalement organiser tout ça, il y a une stratégie. Une stratégie de microservice, c'est d'utiliser les acteurs. Alors il y a Akka qui est un framework assez avancé sur le sujet, qui consiste à dire, moi je vais faire du sharding qui n'est pas basé sur le type de données, mais sur ma responsabilité en tant qu'acteur. Un acteur, c'est un petit bout de code qui a une responsabilité propre, qui a des données. Donc qui, par construction, n'a pas de problème de verrou, parce que lui, au sein de l'acteur, il ne travaille qu'un message à la fois. Donc on est dans le même modèle que Node.js. On me demande de faire une chose, je le fais, et puis je m'occupe de la suite qu'on me demande de faire. Mais je n'ai jamais de mutation simultanée des données que je porte, dont j'ai la responsabilité. Les acteurs ont eux-mêmes une file de messages de tous les jobs, tous les messages qu'on leur demande, donc tout est en asynchrone, et il va les traiter les uns derrière les autres. Et si lui-même il a des I/O à faire, des I/O, il va les rendre asynchrones, et il va dire, le résultat de l'asynchrone, je vais me renvoyer un message pour dire, ok, maintenant j'ai le résultat. Et il va se remettre dans la file de messages à traiter. Donc avec ce modèle-là, on va pouvoir distribuer finalement nos acteurs ou nos microservices comme on veut, en disant tiens, ceux-là ils travaillent plutôt ensemble, je vais les mettre sur la même machine, comme ça j'éviterai les trafics réseau, au contraire je m'en fous, je vais les déployer. Donc on a un petit peu les différents modèles de distribution, qui sont des choses intéressantes, en utilisant les microservices. Et il existe des software transactions in memory sur acteurs, c'est-à-dire qu'on est capable de dire tiens, là je commence à mettre une transaction, je vais dire tu interviens sur cet acteur, cet acteur, cet acteur, cet acteur, si tout le monde est d'accord, on commit. Et s'il y a un problème, c'est pas grave, les acteurs vont même se remettre dans l'état d'avant et vont pouvoir rejouer. Donc on va assez loin, où on est capable de prendre le modèle que j'évoquais sur la pure RAM, cette fois-ci entre les acteurs. Très bien. Alors, tout évolue dans ce vaste monde, et les langages de développement également. Le langage de développement orienté objet n'est plus la seule solution. On est en train de changer de paradigme. Il y a des concepts qui sont adaptés aux nouveaux besoins qui seront exploités par les gens du web. On prend Twitter, LinkedIn, ils utilisent Scala. Nous aussi, sur le projet sur lequel je suis, on travaille avec du Scala. Akamai utilise Clojure. Donc, ouvrez-vous vos chakras pour vous dire, est-ce que Java, c'est vraiment toujours la bonne solution? Le gros avantage de ces nouveaux langages, c'est qu'ils offrent de nouveaux paradigmes. Comme je disais, il y a 20 ans, on était sur du procédural. Après, on est arrivé sur de l'objet. Maintenant, on a des langages qui proposent le fonctionnel, qui proposent les transactions en mémoire, qui proposent la notion d'acteur, qui proposent des DSL qui vous permettent d'écrire vos propres langages dans votre framework qui sera spécialisé par rapport à votre besoin. Donc ça bouge, et vous avez vraiment à y gagner. C'est-à-dire que si vous prenez un code Java ou un code Scala, mais vous avez une densité dans le Scala que vous avez vraiment du mal à trouver dans Java. Ce que vous écrivez en 50 lignes de Java, c'est 5 lignes de Scala. Donc vous avez rarement une méthode qui fait plus de 5-6 lignes. Vous avez plus de Javadoc à la limite que de code, ce qui est assez drôle. Alors Scala est compatible Java, là je fais un petit peu de pub pour Scala. Ça peut être, le gros avantage, c'est qu'on peut réutiliser les JVM, donc on peut mélanger du Java et du Scala. Scala est capable d'attaquer du Java, Java est capable d'attaquer du Scala. Donc ça c'est pas mal. Mais c'est plus adapté à ces nouveaux environnements de développement, à ces nouvelles approches. Parce que c'est intrinsèque du langage, ce qui n'est absolument pas de Java, le cas de Java.
Par contre, transformer un projet existant Java vers ce genre d'architecture, ça va être compliqué. Hein. Donc c'est très très bien pour les nouveaux projets. Là, je travaille sur un projet où on fait un reboot du SI d'une entreprise. On part de zéro, donc là, on peut y aller. Et on y va à fond. Et on veut absolument être sur tous ces paradigmes-là pour pouvoir tenir les 20 prochaines années. On sera has-been dans 10 ans, mais au moins, on tiendra au moins 10 ans. Alors ça nécessite une formation des développeurs, mais bon, pour ceux qui ont connu le passage du procédural à l'objet, c'était pareil. Moi j'ai fait de nombreuses formations quand j'étais chez IBM pour expliquer à des cobolistes comment faire du Java, et ils avaient beaucoup de mal à comprendre ce que c'était que le modèle objet et le polymorphisme. Bon. Alors quand on arrive sur ces nouveaux langages, on dit voilà, c'est quoi ces histoires de closure, c'est quoi ces histoires de fonctionnel, c'est quoi ces maps, ces fold left et compagnie, on a du mal à comprendre. Ouais. Et puis après on fait l'effort, et puis après on y arrive. Si on est technicien, et si vous êtes là, je pense que c'est que parce que vous aimez un petit peu être confronté à des difficultés, donc là vous allez pouvoir vous amuser. C'est beaucoup plus efficace ces langages-là pour pouvoir accompagner ces nouveaux paradigmes. Tout ce que je viens de vous évoquer, ces nouvelles approches, sont intrinsèquement portés par ces langages. Alors nous, on a eu l'occasion de faire un projet intéressant où c'était un projet qui récupérait des flux d'informations ferroviaires, et on voulait voir dans quelle mesure on était capable d'être rapide pour pouvoir les gérer et les distribuer. On a fait un truc de fou furieux pour pouvoir injecter au maximum, et pour pouvoir... c'était vraiment du lab, c'est-à-dire qu'on pouvait choisir la stack technique que l'on voulait derrière. Donc vous pouvez dire, je veux que la persistance se fasse sur du JDBC, ou elle se fasse sur du MongoDB, avec un driver synchrone, un driver asynchrone, et on essayait d'aller le plus vite possible et voir jusqu'à où on pouvait aller. Et vous avez sur la courbe de droite, ce qui est entouré de bleu, c'est du synchrone, et ce que vous avez entouré de rouge, c'est de l'asynchrone. Donc on voit que rien que la même base de données, si je prends du MySQL avec un driver officiel synchrone, j'ai 808 messages par seconde qu'on savait traiter dans cette archi, et on passe à 1940 quand on est en asynchrone. Rien que parce que j'ai densifié ma capacité de CPU. C'est le même code. Seule différence, c'est que dans un cas, je suis synchrone, dans le cas, je suis asynchrone. Et là, si on attaque des MongoDB en asynchrone, là, on expose un peu tout, quoi. Et on trouve des drivers asynchrones, ce cas-là, on en propose pas mal, mais on en trouve même en pur Java. Mais il y a Java 8 qui nous offre maintenant, enfin, une approche pour pouvoir faire l'asynchrone, qui s'appelle... je crois que je l'ai après, non, je l'ai cet après-midi, enfin je me souviens plus de la classe, concurrente future, un truc comme ça, je me souviens plus, j'avais écrit un papier là-dessus. Scala propose également un modèle immuable qui va permettre de faciliter les accès concurrents que je viens d'évoquer, sur le fait que les verrous, ça va se gérer autrement. Les transactions en mémoire sont également une solution intéressante qui vont permettre de gérer tout ça. Voilà, donc ça facilite clairement le code réactif, et c'est pas pour rien que le Reactive Manifesto a été publié, entre autres, par TipSafe, qui est la boîte qui était à l'origine du Reactive Manifesto. Mais derrière, toutes les technologies modernes que l'on voit apparaître, pour être très rapide, si on prend Spark, c'est écrit en Scala, c'est pas pour rien. Et c'est tous finalement en train de diffuser ces nouveaux paradigmes, comme l'a été à l'époque le modèle objet, où tous les langages ont fini par proposer de l'objet, même le Perl, même d'autres qui n'étaient absolument pas basés là-dessus. Donc, pour résumer un petit peu, on a plusieurs axes d'optimisation possibles. Donc on peut faire de la duplication horizontale pour pouvoir faire en sorte que chacun travaille que sur un sous-ensemble. On peut faire des décompositions fonctionnelles où on va justement faire de la transformation successive de traitements. On peut regrouper les choses par rapport à leur similitude. Les vraies clés, c'est quoi? C'est un code réactif non bloquant. Et c'est une persistance orientée flux. Deux messages forts, finalement, de ma présentation, c'est ces deux axes-là. Et si on synthétise un petit peu ce que je viens de raconter, on voit, alors ça c'est une petite grille de lecture, on va dire, qui essaie de résumer un petit peu ce que je viens de raconter. On a vu que sur la partie au dispo failover, on a plusieurs stratégies de répartition. On a les répartitions par valeur, on a la répartition par type, où on a les stratégies de réplication. Sur les threads, on a l'approche un process par client, un thread par client, un thread par client actif, un thread par plusieurs clients. Le partage de mémoire, on a également les différentes stratégies qui sont indiquées. Et puis au niveau de la base de données, on peut faire du update, une update. Alors là, je vais vous passer assez vite un certain nombre de slides, c'est de voir un petit peu. Alors nous, bien entendu, on préconise plutôt ces approches-là. Et si je m'amuse, par exemple, à regarder PHP, lui, il est plutôt orienté un processus par client. Si je prends d'autres, J2E, il est plutôt partage complet et puis un thread par client actif.
Sur d'autres axes, il ne va pas nous proposer. Puis si je continue à m'amuser, alors qu'on voit que Scala, il est très très riche, hein, AK, il est plutôt là-dessus, MySQL utilise ça comme stratégie, Redis utilise stratégie, bon voilà. Donc on a des stratégies qui sont un petit peu différentes suivant les technologies, hein, et finalement ce sont ces éléments-là qui rendent les choses plus ou moins rapides, plus ou moins efficaces. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de réviser vos architectures, réduction de coûts de prod, mettre 3 machines là où vous en mettez 15 avant mais qui passaient leur temps à poireauter, ça peut être intéressant. C'est adapté aux nouveaux besoins. Le QR code que vous avez là-haut va vous ramener sur les articles de blog de ma tribu, où chez Octo on publie plein de choses. Donc vous allez retrouver notre vision des différents modèles réactifs, comment Java 8 le fait, ou ce que je vais vous présenter cet après-midi également sur les évolutions des langages. Notre idée, c'est de supprimer les deletes et les updates, vos revenus en dépendent, et on vous propose d'y aller maintenant. Voilà. Si vous avez des questions sur cette conférence, je serais ravi d'y répondre. Oui. Alors ça, c'est le risque justement de l'approche monothread. Donc c'est pour ça que ce que tu évoquais tout à l'heure sur Node.js est très bien quand on est sur plein d'événements qui ont peu de CPU, mais que moi j'ai eu des exemples où c'était c'est pas Jaune, je crois, où ils ont utilisé Node.js pour pouvoir faire du calcul de trafic, enfin de route. Mais là, c'est juste pas bon, quoi. Dès qu'il y en a un qui prend la main, il va la garder, quoi. Donc c'est une difficulté. Il ne faut pas du tout utiliser cette approche-là dans ce genre de scénario. Le mode réactif, de toute façon, tu ne pourras pas aller plus vite que le nombre de cœurs que tu as. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est du mode réactif, mais cumulé avec le nombre de threads. D'accord ? Donc, si tu as un traitement qui prend vraiment du temps, on a le droit de faire des threads en excès, on en parlera également cet après-midi, mais si on a un traitement qui prend vraiment du temps, ça ne va juste pas être possible, mais de toute façon, tu vas ralentir tout le monde. Donc, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est normal que j'ai de la contention et que j'ai plusieurs traitements simultanément qui vont prendre beaucoup de temps sur cette machine? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre plusieurs machines et déléguer le traitement sur un nœud dédié qui va du coup me répondre aux besoins beaucoup plus rapidement? Parce que lui, il sera tout seul à travailler. Donc, dans l'absolu, l'objectif, c'est d'arriver sur ce modèle-là, où je vais avoir des workers qui sont dédiés et qui vont être en nombre suffisant pour pouvoir répondre à ma sollicitation. Et là, je vais être au maximum des performances possibles sur chacun des jobs. Hein, donc, un calcul d'image, de reconnaissance, que sais-je, enfin voilà. Mais si tu commences à mutualiser tout ça dans le même serveur d'application, de toute façon, tu as un problème. Parce que si tu as tout le monde qui demande le même type de traitement, il ne va plus rien se passer. Soit parce que tu as toutes les CPU qui passent leur temps à faire des context switch entre elles, et de toute façon, les sollicitations en entrée, elles sont mortes. C'est pas pour rien que dans les stacks J2E, on a un nombre de threads maximum en entrée qui est limité. Qu'est-ce qui se passe après? On va juste renvoyer IP, je suis désolé, la connexion ne marche pas, quoi. Bon, donc ça c'est le back pressure, ça c'est encore d'autres sujets, mais il n'y a pas de magie, quoi. L'objectif, c'est de densifier, mais il faut faire gaffe parce que si tu es dans un modèle complètement monothread, tu dois rendre la main le plus vite possible. Pour l'anecdote, ceux qui n'ont pas connu, mais Windows 3.0, je dis bien 3.0, pas 3.1, était dans ce modèle-là, collaboratif. Il suffisait qu'une seule application prenne la main, ne la rende pas, et ça faisait tomber l'OS. À l'époque, j'avais fait des coroutines, un truc qu'on verra tout à l'heure d'ailleurs, pour pouvoir faire du multitâche dans un truc comme ça, quoi. Il y a d'autres stratégies pour faire du multitâche sans trade, ça tombe bien, on en parle cet après-midi. Est-ce que l'étape suivante, c'est pas de supprimer l'OS ici? Si. Alors. Supprimer l'OS, supprimer les VM et supprimer les machines à gaz comme OpenStack? Alors, il y a les nouveaux modes. C'est exactement là-dessus qu'on est en train d'aller. C'est-à-dire que là, par exemple, je parlais je me souviens plus de son nom, je le retrouverai, mais il y a une nouvelle implémentation qui a été codée en C pour pouvoir remplacer Cassandra et qui a des performances de fou furieux. Et entre autres, pour pouvoir faire ça, ils vont carrément contourner l'OS pour attaquer la carte réseau directement. Ils ont une stack IP qui est directement en userland. Et du coup, ils évitent toutes les duplications de buffers et du coup, ils déchirent comme des fous furieux au niveau de la communication réseau. Donc l'OS devient le frein maintenant. Et il y a même un papier là qui était assez intéressant où un mec expliquait comment il avait optimisé sa plateforme. En gros, il avait 4 threads qui correspondaient à ses cœurs, qui étaient intéressants. Il y avait plus de cœurs. Enfin, en gros, il avait 4 process qui devaient tourner en parallèle. Pour pouvoir optimiser, la première chose qu'il a fait, c'est dit bon, ok, je vais changer le paramètre qui demande au processeur de se mettre en veille quand il n'y a pas de choses qui se passent. Donc, pour que la CPU soit toujours
au maximum de performance, qu'elle ne passe pas son temps à passer d'un cycle à l'autre. Premier truc à faire. Deuxième truc à faire, c'est de faire de l'affinité. C'est-à-dire qu'il a mis que son thread pool faisait que le thread, il était sûr d'être toujours sur le même cœur. Troisième truc, il a modifié les paramètres de boot du Linux pour lui dire, bah, tiens, ces threads-là, tu en as peut-être 8, mais tu en as 3 pour toi, et les autres, tu ne les prends pas. Du coup, je suis sûr d'être tout seul dessus. Et du coup, quand il fait l'analyse de tous les threads qui travaillent dessus, il n'y a plus rien au niveau de l'OS qui tourne dessus. Il n'y a que son code à lui, il n'y a que quelques kernel threads, mais qui sont normaux et on ne peut pas faire autrement. Et là, il obtient des performances, il a dû changer l'échelle en logarithme tellement on avait des gains de performance monstrueuses, quoi. Donc oui, du coup, on contourne l'OS. On contourne l'OS au niveau du passage kernel userland en attaquant directement des drivers en direct pour pouvoir monter ça. On contourne l'OS même en attaquant le SSD. J'évoquais tout à l'heure, on attaque le SSD en attaquant directement au niveau des MA. Donc on en est sur des modèles comme ça. On fait des affinités de traitement ou des stratégies log-free pour pouvoir gérer les contentions de communication entre les threads via des stratégies qui exploitent correctement les caches L1, L2, L3 des processeurs. Là, c'est une autre conf qui n'a pas été sélectionnée, parce que bon, ça, voilà. Mais on pourra refaire, qui explique justement les secrets de la JVM pour les algos haute fréquence et qui explique comment on peut, de façon assez forte, faire de l'assembleur dans une JVM, comment on peut mettre des stratégies très très fines pour pouvoir exploiter du code assembleur spécifique pour pouvoir gérer ce genre de choses et faire en sorte que non seulement on ne partage pas la mémoire, mais en plus on fait en sorte que tout soit en L1, quoi. En cache L1 qui est juste 40 fois plus rapide que les caches L2 ou L3. Donc dire votre code, il fait la même chose mais 40 fois plus rapide, c'est intéressant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ouais. À l'époque, ouais. Alors, tout le monde est en train plus ou moins d'y aller. On commence à avoir des librairies dans JavaScript, on commence en F#, on a. C'est difficile de dire maintenant quel est vraiment le gagnant. Ils sont tous plus ou moins en train d'y aller. Parce que voilà, c'est un point fort. Ce cas-là, c'est un gros avantage, comme je disais, d'être compatible avec Java, et donc on ne casse pas tout, on peut réutiliser une partie de l'écosystème qu'on en a déjà. Mais dire quel est le langage, voilà, il y a Haskell qui est du pur fonctionnel, mais il fait que du fonctionnel, il y a même des modèles, enfin, il y a même du acteur avec des modèles de distribution des threads un petit peu particulières. Ce qu'il faut savoir, c'est avec ces langages-là, il y a d'une part un changement de paradigme avec le fait qu'on travaille avec l'immutabilité. Donc il y a même plein de travaux de recherche qui travaillent là-dessus, comment faire des structures de mémoire qui soient les plus efficaces possibles pour pouvoir mutualiser le maximum de choses. Il y a un truc bizarre, il y a un nombre particulier, c'est 11. 11, c'est quoi? C'est qu'on s'est rendu compte que quand on voulait faire une liste, un conteneur qui contient plein d'objets, et que je veux pouvoir modifier un objet n'importe où là-dedans, mais en fonctionnel, ben, il faut que j'ai des paquets de 11 pointeurs vers les différents éléments de la liste, et puis au-dessus j'ai un 11 qui va pointer sur les grappes de 11, et comme ça me permet que je peux avoir plus d'1 milliard d'objets, et que quand je modifie, je dois recréer les conteneurs de dessus, mais du coup c'est ce qui est le plus optimum sur la mutation de la nombre des chars. Bon, voilà, il y a des travaux de recherche de ce type-là, quoi. Donc il y a d'une part cet élément-là, il y a d'autre part le fait d'avoir de l'asynchronisme, et là où ça devient intéressant, c'est que le fonctionnel se plug directement dans les API asynchrones, et typiquement, quand je prends un futur, je peux utiliser le même nom de méthode map pour dire, bah, tiens, quand tu auras une donnée, tu feras ça. Dans un modèle traditionnel fonctionnel, j'ai un conteneur, je dis tu fais mapper chaque membre et tu vas lui faire quelque chose pour obtenir un nouveau conteneur. Là, je fais la même chose en asynchrone. Donc j'utilise map, donc le concept de fonctionnel devient porté par l'asynchronisme, et je dis, bah, tiens, tu vas exécuter des trucs, mais c'est en asynchrone, et quand tu auras les données, au fur et à mesure que tu leur as donné, tu feras le map. Et du coup, on va étendre ça encore plus loin, puisqu'on va dire, bah, tiens, puisqu'on est capable de le faire, là, on sait qu'on n'a pas d'effet de bord. Par construction, on n'a pas d'effet de bord. Donc je peux non seulement le faire en asynchrone, non seulement je peux le faire avec une approche fonctionnelle, mais je peux le découper en tranches en disant, tiens, je vais mettre plusieurs threads qui chacun vont s'occuper d'un sous-ensemble de ce conteneur, mais je peux aller encore plus loin, c'est que je vais faire la même chose, mais en plus distribuer sur le cloud. Et là, je vais avoir plusieurs machines qui vont s'occuper de ça. Et Spark, c'est rien d'autre que ça. C'est dire, je prends les concepts fonctionnels et je les distribue sur mon cluster. Donc je dis que j'ai en entrée un conteneur que je vais brancher sur quelque chose, on va dire un gros fichier de plusieurs terras de données, et je ne fais que des traductions fonctionnelles de données, donc de la transformation d'un flux d'un conteneur en entrée, qui se transforme en un autre, transforme en un autre, etc. Sauf que là, ça va être distribué sur le cluster. Je mets plus ou moins de machines, il va s'occuper de faire la transformation. Donc un langage spécifique, enfin, je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais un langage émergent, moi je vois Scala qui me semble être celui qui va se généraliser pour plein de raisons, entre autres Spark est un des moyens de le faire remonter, puisque
voilà, on parlait de Go qui est intéressant sur Docker, donc il faut non seulement avoir un langage intelligent, ce qui est le cas de Scala qui apporte beaucoup de choses, mais il faut un chiffon rouge qui dit regardez, c'est vachement bien, quoi. Donc on a Docker qui met l'accent sur le fait que Go c'est intéressant. On a Spark qui met l'accent sur le fait que Scala c'est intéressant. On a Clojure qui est utilisé par des gens du web. L'avantage c'est qu'il n'est pas dogmatique, quoi. Alors, l'inconvénient de Scala, c'est qu'il est adhérent à la JVM, oui. Alors, c'est l'avantage et l'inconvénient. C'est comme le C++ était adhérent au C. Bon. Donc, il y a des choses dans le C++, si on reprend l'histoire, dans le C++, on avait une difficulté pour pouvoir initialiser des objets statiques avant le main. Parce qu'il fallait avoir une liste des constructeurs qui devaient être construites. Et donc là, c'était le linker qui était obligé de faire du boulot un peu foireux pour pouvoir être capable de faire cette liste. Et du coup, il n'y a pas de garantie de l'ordre. Donc, si vous rentrez, pour ceux qui ont connu l'IEOS, enfin, il y a des stratégies où on n'est pas garanti de l'ordre. Donc, on est en train de gérer ça. Bon, c'est un peu la même chose sur Scala. Il y a des choses qui seraient meilleures si on avait une JVM adaptée Scala. Mais pour moi, c'est le prix à payer. Je préfère avoir Scala 2.11 en activant le truc qui utilise les closures de Java 8, même si voilà, le mieux possible est de faire finalement influencer Java pour qu'au fur et à mesure, il apporte les évolutions permettant à Scala d'être meilleur, tout en bénéficiant de tout l'écosystème. Je prends n'importe quelle librairie Java, je la prends, je la fous dedans, que de dire je pars from scratch et j'oublie toute la terre et je repars de zéro, quoi. Ouais, c'est la dernière. Oui, 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 parce que ça change le paradigme, ça lui permet de dire la JVM, elle était vieillissante, on essaie tous en avoir vraiment marre de faire du J2E, on se dit putain, je souffre là-dessus. Là, pouf, d'un seul coup, tu as une bouffée d'air, tu dis putain, j'ai un truc qui m'apporte vraiment des nouveaux paradigmes, je suis vachement plus efficace, toute la douleur que j'avais sur Java, je ne l'ai plus, et pourtant derrière, c'est encore de la JVM. Donc clairement, ça va pérenniser la JVM. Parce que ça a des avantages, la JVM. Hein. La vraie force de la JVM, à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, c'est d'avoir apporté le class loader. La vraie nouveauté, elle était là. Hein, ce qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les DLL qui sont dans le scope, c'est la classe. Hein, on peut charger dynamiquement des classes. C'est la vraie force, elle était là. Du coup, on en a besoin quand on fait du Spark, on fait du déport, de traitement, etc. Quoi. Ouais, merci. On pourra discuter après.